Salut tout le monde, vous êtes avec Max de Max Racing Performance. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est que je vais vous expliquer le fonctionnement de vos suspensions. En fait, je vais essayer d'aller dans le détail. Pour cela, j'ai fait des croquis. Donc c'est schématisé, hein, et je vais vous expliquer un petit peu donc comment c'est fait à l'intérieur et vous montrer ce qui se passe dans vos suspensions. Donc là on va commencer par la fourche. Donc c'est une fourche, j'ai pris l'exemple de la fourche à cartouche fermée. C'est-à-dire que c'est la fourche où il y a la cartouche qui est séparée. Donc l'huile d'amortissement est enfermée dans une chambre, on appelle ça une cartouche, et donc qui est séparée de l'huile qui est en contact avec les ressorts ou l'air, selon la fourche que vous avez, les fourreaux, les spies, tout ça. Voilà. Ce qui permet d'avoir une huile, un fonctionnement plus homogène plus longtemps. C'est-à-dire parce que l'huile dans la partie ressort ou air se pollue rapidement, parce qu'il y a toujours un peu d'air qui passe par les spies, de la poussière, de la boue, tout ça, et la friction avec les bagues, tout ça. Donc l'huile qui est dans la partie externe de la fourche, quand je dis la partie externe, c'est la partie où il y a les ressorts ou l'air, si vous avez une WP, une Showa Air, une Kayaba Air. Et donc cette huile se pollue plus rapidement sur les fourches à cartouche ouvertes, c'est-à-dire que l'huile d'amortissement n'est pas séparée de l'huile de fonctionnement. Automatiquement, étant donné que l'huile va s'abîmer plus vite, ça va altérer plus rapidement vos réglages de compression de détente. Donc là, on prend l'exemple de la cartouche fermée, par exemple la Kayaba 48, des YZ, YZF et d'autres motos, qui est une très très bonne fourche. Et donc, on arrive à mon petit schéma. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai fait un dessin de la cartouche fermée. On appuie sur Play, voilà. Donc, elle est composée d'un blader. Le blader, c'est la partie du dessus, qui est aussi nommée réservoir. Voilà, sur une Kayaba 48, c'est la partie bronze. En dessous, vous avez le cylindre, c'est là-dedans que va coulisser la tige. Et un joint spi en bas. Ce joint spi, quand il est HS, il faut le remplacer parce que toute l'huile qui est à l'intérieur va sortir. Voilà, vous avez la totalité de la cartouche fermée. Donc, nous avons l'huile. L'huile remplit le cylindre et une partie du blader. Ici, vous avez la tige de détente et de mid-speed. Il y a un ressort en dessous ici. C'est pour quand ça descend d'un coup, ça ne vienne pas claquer. Voilà. L'empilement de détente, l'empilement de moyenne vitesse. Ici au-dessus, le bouchon de compression avec le bouchon. Vous avez cette partie-là qui est le free piston. Donc sur les Kayaba 48, c'est une pièce en plastique blanc. Ici, le piston de compression avec les clapets. Et ici, vous avez un ressort. Voilà, tout l'ensemble avec tous les détails. Ici, une aiguille de réglage de compression, de réglage de détente. Alors, le réglage de compression, vous avez ici le réglage ici au centre. Ici, c'est la vis de purge d'air. Faire souvent la purge d'air. Et ici, en dessous de la fourche, le réglage de détente. Donc là, je vous ai fait un dessin avec... je vais faire pause. Avec, vous voyez, le flux d'huile ici en phase de compression, c'est-à-dire que quand vous écrasez la fourche, la tige qui est ici va remonter, donc la tige où il y a le setting de détente, où il y a votre réglage de détente, donc cette tige est fixée en bas de votre tube chromé sur une fourche inversée, le tube plongeur, on appelle ça, c'est parce qu'il plonge dans le fourreau. Donc cette tige est fixée en bas au niveau de votre pied de fourche, et le reste de la cartouche est fixé en haut de votre fourche. Vous avez le guidon, vous avez le T supérieur, la fourche, la cartouche est fixée ici. Et ce qui se passe,
Donc comme vous allez voir sur le dessin, que j'ai essayé d'animer après, c'est que vous avez votre tige qui va coulisser, qui rentre et qui sort. Donc compression, détente, compression, détente. Donc ici, nous sommes en phase de compression. Donc, vous voyez, la tige commence à monter. Donc là, le dessin, elle est bien montée dans le cylindre. Donc j'ai raccourci l'ensemble, parce que c'est beaucoup plus long que ça. Et vous voyez que ici, l'huile qui est dans cette partie-là, donc le volume est réduit, puisqu'il y a un piston ici, un piston là, le volume est réduit. Du coup, l'huile qui était ici, il y a une partie de l'huile qui va passer dans des trous qui se situent sur le piston de compression. Et vous voyez ici, ça soulève les clapets de compression. Et cette huile vient se loger au-dessus du piston de compression. Elle est séparée de l'air du haut de la fourche par un piston que l'on appelle free piston. Piston libre. Parce que c'est un piston qui bouge sur la tige. Et il y a un ressort, ce qui fait que ce ressort, quand votre fourche se détend, il vient pousser sur le free piston. Le free piston va repousser l'huile dans l'autre sens. Voilà, pour l'instant, je parle que de la compression, donc ça on le voit après. Donc vous voyez ici, l'huile qui est ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien la flèche, elle passe dans des trous qui sont dans le piston, elle vient pousser l'huile ici, et donc elle tord les clapets. C'est la force qui agit sur les clapets qui va déterminer la résistance de votre amortissement en compression. Mais pas que. Parce que vous voyez ici, il y a le setting, il y a le piston qui se situe sur la tige de la cartouche, que on appelle généralement, on appelle ça la tige de détente, mais elle fait les deux. Elle fait compression, moyenne vitesse et détente. Le setting de détente, vous voyez, c'est celui-là qui est ici au-dessus. Et le setting de compression, moyenne vitesse, il est là, en dessous. Et vous voyez qu'ici, donc là aussi, il y a des trous dans le piston. Je n'ai pas dessiné les trous, parce que c'est un peu compliqué. J'ai essayé déjà de faire quelque chose de propre. Et donc, une partie de cette huile qui est ici aussi, va passer dans les trous du piston, va soulever les clapets de moyenne vitesse, de compression moyenne vitesse, et aller en dessous du piston, en bas du cylindre. Je vous rappelle que c'est rempli. Enfin, il y a une certaine quantité d'huile à respecter dans votre réservoir, dans votre cartouche. En général, c'est 200 cm3, enfin 195 cm3 exactement pour la Kayaba 48. Moi, je mets toujours 200 pour être, après, en évacuant l'huile, on est certain qu'il n'y ait pas d'air. Donc voilà, donc ici nous sommes en phase de compression. Donc si vous zoomez, vous faites pause sur la vidéo, vous pourrez voir les clapets qui se soulèvent. Ça se voit bien ici, ça se voit un peu moins ici, mais vous voyez. Alors maintenant, ce qui va se passer, on va aller en phase de détente. Je laisse avancer un petit peu. Voilà, nous sommes en phase de détente. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ressort, lui, vient pousser le free piston. Le free piston qui, lui, repousse l'huile pour le faire revenir en totalité dans le cylindre. Parce que pourquoi il y a cette action? C'est parce qu'en fait, le volume d'huile qui va passer au-dessus, correspond au volume que va prendre votre tige de la cartouche quand elle sera enfoncée dans le cylindre. Plus elle est enfoncée, plus il y a de matière, plus ça va repousser l'huile au-dessus. Voilà. Donc le volume du free piston, de la tige, du réservoir, du cylindre, ça, normalement c'est tout calculé par les ingénieurs en usine et ce ne sont pas des cons. Donc généralement on essaye de ne pas modifier ces parties-là. De toute façon ça serait inutile. Donc non, ceux qui vous disent le contraire, voilà, c'est étudié, donc on va pas s'emmerder. On peut éventuellement modifier la force du ressort de free piston. Ça agira plus ou moins fort
sur l'enfoncement et la remise en position du piston libre. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire avant ça. Donc vous voyez ici le piston, le ressort a repoussé le piston est en train de repousser l'huile, donc les clapets de compression qui sont ici, ils se referment. Ça passe dans les petits trous, donc c'est des trous de détente bien entendu. Hein. Tout à l'heure c'est passé par des trous de compression, là donc maintenant il y a des trous pour la détente, ce ne sont pas les mêmes sur les pistons. Cette huile revient dans le cylindre. Ici, nous avons donc la partie d'huile qui était ici en dessous le piston, entre le joint spi et le dessous du piston, vient pousser donc les clapets de compression, moyenne vitesse, donc ça referme ces clapets-là, et ça ouvre les clapets de détente. Ici, vous voyez, si vous zoomez, là je ne peux pas zoomer, mais si vous zoomez, vous voyez que c'est soulevé, donc l'huile revient dans cette partie-là. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, et c'est encore plus flagrant sur un amortisseur, mais sur les tiges ici, donc là c'est percé. Hein. Il y a la grosse tige qui vient jusqu'ici. Ça, c'est l'écrou pour fixer vos clapets et pistons sur les tiges. Mais ces tiges, vous avez dû voir, si vous avez déjà les montées, c'est percé. Et donc, vos tiges ici, en compression ou en détente, ont des trous sur les côtés. Pourquoi? Parce que l'huile va passer d'abord par le chemin le plus rapide. Le chemin le plus rapide, au lieu de pousser un clapet, c'est de passer dans un trou. Et, à un moment, elle va rencontrer un obstacle, ou pas. Là, dans cette situation, la tige, donc votre réglage de compression, votre réglage en bas de détente, on va dire, comme j'ai fait sur la photo, c'est à peu près fermé. J'ai pas fait les trous, donc je vous explique comment. Donc l'huile va passer par ici. Si c'est complètement ouvert ici, elle va passer par ici. Donc désolé, j'ai été coupé. Vous voyez pourquoi je veux pas que le téléphone... Là c'est pas grave parce que j'ai pas les mains dans l'huile, mais vous voyez pourquoi je veux pas que je réponds pas au téléphone. Voilà. Donc j'en étais où? Je sais même plus. Oui, donc tout a été repoussé. L'huile, la tige de détente donc ressort. La tige de détente, bon c'est la tige de la cartouche, ressort. Donc votre fourche se détend. Et donc, l'huile revient à sa place. Ah oui, j'étais au niveau des trous. Voilà. Alors, l'huile va passer par le chemin le plus rapide. Le plus rapide, c'est de passer par un trou avant de passer par les trous des pistons et d'aller forcer pour soulever des clapets. Donc, la position de l'aiguille, si c'est complètement ouvert, le passage d'huile, donc que ce soit en compression ou en détente, hein, ou même en compression ou à une vitesse, l'huile va d'abord passer par le trou qui est ici. Si ce n'est pas bouché, une grosse partie va passer par là et une petite partie va passer par les clapets. Mais ça passera toujours de toute façon, hein, parce qu'avec la vitesse d'enfoncement, donc quand on parle de confort sur une fourche en début de course, pour avoir de la souplesse en début de course, c'est à basse vitesse. Et à basse vitesse, l'huile va d'abord passer par les trous avant de soulever, de forcer sur les clapets. Et donc, si votre réglage est totalement fermé, par exemple ici en compression, est totalement fermé, ça va être beaucoup plus dur. Donc vous aurez forcément moins de confort, un petit peu plus mal au bras. Voilà. Donc, et plus vous ouvrez, plus vous libérez. L'aiguille, elle s'écarte. Je ne sais pas comment vous le montrer. On va dire que ça, c'est une aiguille qui est dans un trou. Donc là, c'est fermé. Et plus on écarte, plus ça passe. En fait, imaginez-vous l'aiguille sur un boisseau d'un carburateur. Voilà, c'est la même chose. Plus c'est ouvert, plus l'essence passe, plus ça envoie. Voilà, donc c'est la même chose. C'est mécanique.
Voilà, donc on va dire que les réglages de compression et de détente, mais beaucoup plus sur un amortisseur, je vous montrerai sur la suite de la vidéo. Sur un amortisseur, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que souvent, si vous vissez complètement la détente, ben, vous n'arrivez plus à enfoncer l'amortisseur. Mais il y a un seul piston, ici, sur une fourche, il y en a deux, donc même si vous vissez à fond la détente, la seule chose qu'il va arriver à faire, c'est qu'elle va avoir du mal à ressortir, mais vous arriverez toujours à enfoncer votre fourche, puisqu'il y a quand même ici des clapets. Bon, ça va forcer sur les clapets de moyenne vitesse, mais il y aura toujours un passage d'huile quelque part. Avec deux pistons, c'est beaucoup plus simple. Si c'est bouché ici, ça poussera ici, en haut, et ça ira remplir là. Voilà, donc je vous ai fait une petite animation, donc là vous voyez, ça va s'animer, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, dans un sens, compression, détente, compression, détente. Vous voyez les flux d'huile qui changent. Vous voyez le piston ici qui bouge. Donc, selon la pression d'huile qu'il y a à l'intérieur. Et bien entendu, quand vous avez de l'air ici, là, dans la partie supérieure, entre le bouchon et le free piston, parce que forcément, ça crée des gaz, et vous avez la fourche qui va devenir beaucoup plus dure. Pourquoi? Parce qu'en plus de l'action du ressort, il y a l'action de la pression d'air qui va affecter l'enfoncement du piston. Donc, quand vous avez une fourche qui devient dure, vous commencez à avoir le bras, malgré que votre réglage en haut soit ouvert, ben, vous allez purger l'air. Bon, ça c'est... on va se mettre comme ça. Ah, hop, là ça marche pas. Hop, on va revenir ici. Voilà. Donc, oui, si le volume ici, vous voyez qui est en blanc ici, est plein d'air, forcément, l'action, la force du ressort plus la pression d'air vont contrer la pression d'huile qui appuie sur le piston. Du coup, ça va résister un peu plus. Donc, quand vous dévissez votre vis de purge, vous entendez psh. C'est tout simplement l'huile qui est prise ici au niveau du free piston. Parce que le free piston, il est creux. Là, vous voyez plein sur la photo, mais il est creux. Donc, il y a un certain volume d'air quand même. Ce qui se passe quand on a les vis de purge, et ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est bien hermétique, du coup il y a beaucoup moins d'air qui arrive à rentrer. Quand on a les purgeurs rapides, bah souvent avec la dépression qui se crée ici, parce que croyez-moi, la dépression elle est forte, surtout sur les grosses, vous avez une grosse réception de saut et forcément une grosse détente. Bon les gars, désolé. Je viens de vous dire que pour la fourche, quand on purge l'air, la purge d'air, enfin, de ce que vous pouvez comprendre, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que là, je l'ai mal exprimé. En fait, je vous dis que la purge d'air, que l'air est juste entre le bouchon de la cartouche et le free piston. Il y a de l'air ici parce que bon, le réservoir, le blader de la cartouche, sur les Kayaba, les Showa, il y a des trous. Donc, l'air qui est ici sous pression, c'est aussi l'air qui est sous pression dans la partie externe de la cartouche. La partie où il y a l'huile, les ressorts, ou s'il n'y a pas de ressorts, comme dans les fourches à air, les joints spi, tout ça, fourreau, plongeur. Donc c'est vrai que là, j'ai fait le dessin que de la cartouche. Moi, dans ma tête, je voyais aussi l'extérieur de la cartouche. Je voyais la fourche, un bras de fourche complet. Donc voilà, donc je suis désolé pour ceux qui ont déjà liké la vidéo et ceux qui avaient lâché des commentaires et partagé, parce que je vais être obligé vous voyez, je rajoute cette partie-là dans la vidéo, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte quand je l'ai visionné hier soir. Je me suis dit, mais t'as oublié la moitié des trucs. Donc, voilà, j'incruste cette partie-là. Donc, ce que j'ai dit là, juste avant, ou que je vais dire juste après, je ne sais pas où je vais positionner mon intervention là. En fait, pensez aussi à ce que c'est l'air qui est à l'extérieur de la cartouche. Voilà, et si on a une cartouche ouverte, bon ben là, il n'y a pas de problème.
Mais voilà, en fait, parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille que vous ne compreniez pas, c'est parce que sur les All-ins, par exemple, ou les anciennes WP sur les crosses, les SX et les SXF, avant le passage à la fourche à air, la WP avait une membrane avec de l'azote à l'intérieur. La All-ins, il y a un piston avec de l'azote à l'intérieur. Et là, si on purge, bon, on purge l'air, il y a une vis de purge pour l'air, mais il y a une vis de purge aussi pour l'azote. Celle-là, il ne faut pas y toucher. Bon, normalement, elles sont protégées, puisqu'il y a une membrane en caoutchouc qu'on doit percer avec une aiguille pour vider l'air. Enfin, pour vider l'azote, excusez-moi, ou pour en remettre. Donc, logiquement, quand cette pastille-là, elle n'est pas usée, l'azote, même si vous dévissez par ailleurs la mauvaise vis de purge, enfin de purge, ça c'est pour injecter. Mais bon, si vous, par exemple sur les All-ins, la vis du centre qui est pour le réglage, et après il y a une vis de chaque côté. Et là, si vous dévissez la mauvaise, ben, ne risquez rien. En fait, il y en a une, vous dévissez, il ne se passera rien. Il faut percer avec une aiguille pour que ça s'évacue. Voilà, donc je voulais faire cette rectification pour que ce soit bien carré, bien clair. Donc voilà, donc vous pouvez pas quand même prendre en compte ce que j'ai dit pour l'air qui est donc entre le bouchon et le free piston, mais sachez que c'est aussi l'air qui est à l'extérieur. Donc forcément, la pression qui se crée à l'intérieur de la cartouche, il y a aussi une pression qui se crée à l'extérieur. Donc comme je vous disais, sur les grosses, vous prenez un gros seau, la fourche va en bas, ça remonte d'un coup. Bon, la cartouche, ça va tirer la tige, ça va faire comme ça, là. Donc ça crée une dépression. Mais ça fait aussi la même chose dans la partie où il y a le ressort. Ou, je vous le répète, si vous avez fait une fourche à air à la place de l'air. Donc, n'oubliez pas que sur les WP, vous avez aussi une purge d'air du côté air. Donc vous remplissez par la valve, vous mettez votre bonne pression, mais à côté il y a une petite vis aussi. N'oubliez pas d'ouvrir de temps en temps pour chasser cet air en trop, parce que sinon votre fourche, ça va être un morceau de bois. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, donc je vais refaire la vidéo et puis je vous la remets en ligne. Voilà. Donc je vous répète, si vous avez commenté, remettez vos commentaires. Je vais essayer de voir comment je peux faire pour changer la vidéo sans tout effacer, mais je crois que ça va pas marcher. Voilà. Encore toutes mes excuses d'avoir oublié cette partie, mais heureusement que j'ai visionné la vidéo. Voilà. Et appuyez. Allez. C'est parti. Ça va faire un effet d'aspiration. Et l'effet d'aspiration, selon la puissance des purgeurs d'air, mais c'est souvent malheureusement assez faible. C'est une valve, donc il y a un obus, comme l'obus de votre chambre à air. L'obus va s'ouvrir, va laisser rentrer de l'air. Donc en plus de l'air qui est ici, qui est sous pression, parce que la friction, l'échauffement de l'huile, tout ça, ça crée du gaz. Il y a toujours du gaz qui arrive à passer, de l'émulsion qui est ici en dessous avec l'huile. C'est pour ça que l'huile n'est pas éternelle. Ça crée toujours une pression. Si en plus on en rajoute, forcément, c'est pas bon. Voilà, donc pensez à ne pas utiliser de purgeur d'air rapide. C'est vite fait, un tournevis, tac tac, on dévisse, et voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la fourche. Et maintenant, on va se voir pour l'amortisseur. Voilà. Et vous voyez, j'ai mis le t-shirt, j'ai la chemise que j'avais chez Fox. Quand Fox, donc Racing Shocks, où j'étais responsable du service Power Sport, c'est-à-dire tout ce qui a des suspensions et avec un moteur. Donc les motos, bien entendu, de cross, les quads, les 4x4, les buggy, tout ça, les routières, bien que
Et une fois, j'ai même eu une anecdote. Il y a la douane dans le nord, là où comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est Boulogne-sur-Mer ou Gérardmer, enfin un truc comme ça. Il y a les mers dedans. Il y a la douane qui m'appelle et qui dit voilà, nous avons des amortisseurs à vous envoyer. Et c'est l'amortisseur monté sur les bateaux. Des gros offshore qui servent comment dire, à traquer ceux qui sont en mer, quoi, ceux qui font des excès de vitesse, c'est surtout la douane, donc c'est surtout les trafics de drogue et compagnie. Amortisseurs sur les bateaux, c'est la première fois que j'entendais ça. Et en fait, oui, parce que sur ces gros bateaux, enfin sur ces, vous savez, les cigares, là, les offshore, je sais pas si c'est le cas sur tous, mais ceux-là, ils avaient des gros amortisseurs Fox, donc je vous dis pas la taille des trucs, fixés entre la coque du bateau et les fauteuils. Voilà. Pour encaisser les chocs sur les vagues, quoi. Voilà, donc j'avais appris quelque chose, donc ça c'est il y a quelques années maintenant, ça fait plus de 10 ans. Et voilà, donc ça c'était une petite anecdote à vous raconter qu'il y a des amortisseurs sur les bateaux. Allez, on se retrouve pour la suite, à tout à l'heure. Alors nous en sommes maintenant au niveau de l'amortisseur, donc pour pas faire la vidéo trop longue, et étant donné qu'on a vu déjà comment ça fonctionne dans la fourche, on va dire que le principe est le même dans un amortisseur. Donc au niveau de la pression d'huile, la force, donc la vitesse à laquelle la pression d'huile appuie sur les clapets, soit elle tord plus ou moins les clapets, soit elle passe plus ou moins rapidement dans le trou de la tige. Donc là il y a une seule tige avec donc un seul trou. Le trou il communique entre la compression et la détente. Vous avez remarqué, si vous avez démonté un amortisseur déjà, que sur la tige vous avez le trou supérieur où il y a l'écrou, les clapets de détente, le piston, les clapets de compression, la rondelle de basse valve, et entre cette rondelle là et le boîtier joint vous avez deux trous généralement sur la tige. Et donc en bas, après, votre réglage de détente, soit une molette si c'est un Öhlins ou les anciens WP, ou un réglage par tournevis, vous montez ou descendez l'aiguille, et vous voyez par ce trou si l'aiguille elle monte ou elle descend, et donc elle va boucher plus ou moins ce trou là, et comme j'ai dit précédemment, ça va ralentir ou accélérer le flux d'huile quand il est, on va dire généralement c'est sur les basses vitesses, parce qu'après quand c'est un gros, les hautes vitesses c'est des gros chocs, c'est-à-dire quand l'amortisseur encaisse un gros choc, que la tige se déplace rapidement et sur plus de débattement. Donc là c'est une forte pression, donc on va dire que les hautes vitesses c'est forte pression, les basses vitesses c'est des basses pressions. Donc fourche, amortisseur. J'espère que j'arrive à être clair parce que j'ai pas répété avant, hein, c'est du direct, donc des fois j'oublie un petit peu, comme tout à l'heure vous avez vu j'ai dit huile à la place de air, donc j'ai modifié sur la vidéo. Donc voilà. Où j'en suis maintenant, je sais plus. Vous voyez, je m'égare. Ouais. Donc si il y a une forte pression, forcément il y a une partie d'huile qui va passer par le trou, mais l'autre partie qui va écarter les clapets. Aussi bien en phase de compression qu'en phase de détente. Mais là, il n'y a qu'un seul piston, une seule tige avec les trous. Donc là, quand on ferme, si on ferme complètement la détente et que le réglage de l'aiguille est bien calibré, généralement, en bouchant ce trou-là, on a énormément de mal. Il y a des amortisseurs, c'est quasiment impossible, même quand ils sont réglés souples en compression, d'enfoncer l'amortisseur. Donc ce réglage de détente est très 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 important. Quand vous avez un amortisseur trop souple, vérifiez d'abord votre réglage de détente, s'il est bien réglé. À savoir aussi que
pour avoir une moto réactive et qui tracte bien, qui colle bien la piste, pour avoir du grip et tout, il faut avoir une détente la plus libre possible. C'est-à-dire parce que plus la roue, que ce soit la roue avant ou la roue arrière, descend rapidement, se remettre en contact avec la piste, forcément, plus vous aurez du grip. Voilà. Si le setting est bien réglé, ça évitera aussi le dribblage. Par contre, si c'est trop vissé, ben vous allez avoir tendance à avoir une moto qui va rebondir sur les chocs, puisqu'elle va toucher le sol, mais le temps, donc en touchant le sol, ça s'enfonce, la roue, l'amortisseur se comprime, et avant qu'il se décomprime, ben forcément, il va y avoir un temps de réaction, et donc une roue, on roule sur des terrains bosselés, un pneu, c'est rempli d'air, ou une mousse, mais il y a toujours un rebond. Donc ça crée une force supplémentaire pour le rebond. Un pneu, ça amortit, mais ça rebondit aussi. Et du coup, ce qui se fait, c'est que la roue, elle va pas toucher le sol. Et elle va avoir du mal, donc, à garder du grip, à garder de la traction. Donc, et souvent, on le voit ça aussi des fois dans les zones de freinage. Les mecs, ils se prennent des coups de raquette. En fait, le coup de raquette, c'est pas, comment vous dire, c'est pas forcément le réglage de détente qui est trop libre. C'est aussi des fois souvent parce qu'à force, sur les chocs, l'amortisseur va descendre, au bout d'un moment, l'assiette de la moto n'est plus comme il faut, puisque normalement en virage, on a l'avant qui s'enfonce et l'arrière qui est plus haut. Là, à force de prendre les chocs, l'arrière va devenir plus bas, et ce qui peut arriver aussi, c'est que, du coup, ayant l'arrière trop bas et l'avant trop haut, on peut perdre l'avant. Voilà, il y en a souvent, ils disent, ouais, je perds l'avant en virage. Bon, c'est soit la fourche est mal réglée, trop haute dans l'été, etc. Elle est trop dure en compression, mais il y a souvent aussi le fait que le châssis n'est pas équilibré, et du coup, l'arrière qui est trop freiné, il a du mal à se remettre en position rapidement. Voilà, c'est un truc assez flagrant quand on voit des enchaînements de vagues ou des enchaînements de whoops. J'avais fait un stage il y a quelques années, une journée suspension sur le terrain du club où j'étais. Il y avait une série de vagues, et là-dedans, donc il y avait des gars qui avaient mes suspensions, et il y avait d'autres qui avaient des suspensions soit d'origine, soit préparées mais pas par moi. Et il y en a beaucoup, surtout sur les origines, qui partaient en sucette, surtout ses origines, ça dépendait des motos, mais qui partaient en sucette rapidement. On va dire à la moitié des vagues, la moto elle commençait à partir de droite à gauche, et puis les gars généralement ils arrivaient en sortie de vagues, c'était des vagues un peu oups quand même, hein, c'était rapproché. Carrément, je limite les pieds qui partaient des repose-pieds. Et j'avais fait donc justement cette expérience avec les pilotes. J'ai dit voilà, maintenant donc on va libérer les détentes, on va freiner les détentes. En fait, je leur avais fait plusieurs phases pour leur faire comprendre le réglage. Donc en vissant complètement la détente, en la dévissant, et après pour leur montrer les différentes réactions, et après en trouvant par rapport à ce que je voyais comme ils roulaient, le bon réglage. Réglage encore plus facile à trouver quand c'est les suspensions qui venaient de chez moi, parce que je sais ce que j'ai fait dedans. Mais du coup, la détente, c'est quand même un réglage très très important, surtout sur l'amortisseur, parce que ça se ressent beaucoup plus. Donc c'est pas parce que vous avez une moto qui va vous faire comme ça sur un saut, qui va vous pousser en avant, que votre détente n'est pas bien réglée. Voilà, en fait il faut bien régler le châssis, puis bien se tenir sur la moto. Voilà, moi-même j'ai un peu peur quand je sens la moto qui part comme ça, du coup je freine mes détentes. Mais ce qui se passe avec mes détentes freinées, en fait, c'est parce que j'ai peur maintenant de me faire mal. Je me suis blessé quand j'étais revenu au motocross, mais je sais qu'il faut que je libère mes détentes. Voilà, en libérant les détentes, la moto va devenir plus souple, entre guillemets, hein. Ça va pas devenir un chamallow, mais elle va être surtout plus réactive, et sur les sauts, pour mettre des impulsions,
vous avez compris, une bonne impulsion avec une moto qui se détend, elle va passer une table sans problème. Une moto qui est plus dure, donc freinée en détente, donc forcément en compression, elle va avoir déjà du mal à s'écraser, mais alors avoir encore plus de mal à décoller, à se détendre. Et la force de pousser vers le haut quand ça se détend étant moins forte quand les détentes sont freinées, forcément, la moto va vous amener moins haut et moins loin. Donc c'est un choix. Maintenant, c'est vrai que vous avez des stages avec des très bons pilotes, et puis vous le voyez, hein, les gars ils sautent, ils atterrissent tous sur la roue avant, dans les réceptions de saut, de table. On risque rien. C'est vrai qu'on a peut-être un peu tendance à avoir un peu peur quand on sent qu'on a à l'arrière qui est un peu haut, mais en fait c'est le cerveau qu'il faut qui se calibre, quoi. Et bon, quand vous avez un saut à plat ou quoi, bon là vous atterrissez sur la roue arrière, toujours accéléré à la réception pour que la roue arrière soit plaquée. On évite de freiner forcément à la réception d'un saut. Pareil, quand on va dans une zone de freinage défoncée, plus on va freiner. En fait, si on bloque les roues, ça bloque l'enfoncement des suspensions et votre moto elle va vous tabasser. Donc c'est tout un tout. Une moto, c'est un tout, c'est pas que les suspensions. Donc, du coup, là, on va sur l'amortisseur. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, je sais peut-être un peu rébarbatif, mais là, on va prendre, par exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai trouvé une vidéo animée, déjà, ça sera beaucoup plus simple. Ici, nous avons donc un Öhlins. Le Öhlins, on va voir à l'intérieur, et après, il va être en action, et on va voir le flux d'huile, comment il agit, la partie qui va dans la bonbonne, etc. Vous allez voir. Donc là, j'appuie sur play. Voilà, donc ça zoome, vous voyez l'intérieur. Ici, vous avez le setting de compression. Ici, le setting de détente. Donc la tige, avec normalement son trou. Voilà, là vous avez le flux d'huile. Une partie qui part dans le réservoir d'azote, l'autre partie qui va passer par les trous de compression ici et qui descendent sous le piston en direction du boîtier joint. Une fois que c'est à fond, l'azote qui est comprimé ici, sous l'action de la détente, ça repousse l'huile dans le réservoir. L'huile qui est dessous le piston remonte et l'amortisseur revient à sa position d'origine. Et ici, je vous ai trouvé une autre petite animation en 3D, donc avec un autre type d'amortisseur. Celui qu'on a vu avant, c'est, on va dire, classique. C'est le piston avec les clapets de compression de détente dans un corps, une tige, une partie qui va dans le réservoir d'azote, et entre le réservoir d'azote et le corps de l'amortisseur, donc là où il y a l'huile au-dessus du piston, il y a une valve de réglage. Généralement, c'est simple, il y a un empilement de clapets avec un piston pour gérer la compression et un ressort avec un clapet derrière qui va gérer donc là, je reprends. Il y a un piston avec un petit empilement de clapets qui gère la compression basse vitesse. Donc vous l'avez compris, basse vitesse égale basse pression. Et un écrou, soit de 17, soit de 12, soit de 14, ça dépend. Soit une molette, qui va gérer la compression haute vitesse. Et là, souvent, c'est un ressort qui précharge plus ou moins l'ensemble, le piston par rapport à comment il va s'enfoncer sous les gros chocs. Voilà, et donc il y a des amortisseurs, on appelle ça des amortisseurs bitubes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'amortisseur, il y a un autre, il y a le corps d'amortisseur, donc c'est un tube. Et j'ai rien pour vous montrer, mais bon, à l'intérieur du corps amortisseur, qui est un cylindre, il y a un autre cylindre. Dans ce cylindre, il y a un piston. Le piston,
il est étanche. Il n'y a pas de trou pour envoyer de l'huile d'un côté ou de l'autre. Un piston avec un segment, c'est étanche. Donc il y a une phase de compression qui passe dans l'un des tubes. En haut, sur le corps de l'amortisseur, donc vous allez avoir là 2 réglages. Souvent, c'est 2 valves séparées. Quand je parle de valves, c'est un système de réglage. Il y a des Öhlins qui sont comme ça, avec une valve de compression, et à côté, donc une molette de compression, et à côté une molette de détente. Et pas les deux ensemble. Et donc là, ce qui se passe, c'est que donc, il y a, par rapport au cylindre qui est à l'intérieur du corps de l'amortisseur, lui va pousser de l'huile dans un sens. Donc admettons qu'il soit, cette partie-là pousse en compression. Donc ça va pousser l'huile qui est dans ce cylindre interne dans une canalisation qui est gérée par cette valve. On va plus ou moins régler donc le débit avec le réglage. Ça passe dans une autre chambre entre les deux. Donc une fois que c'est passé par la première valve, ça va du côté de l'autre valve qui, elle, gère la détente. Du coup, quand l'amortisseur se détend, il y a un autre circuit d'huile qui passe, on va dire, c'est un exemple, donc qui passe par le cylindre normal, pas celui qui est à l'intérieur. Et donc, quelque part, les 2 huiles sont séparées, même si c'est la même huile. Mais c'est un peu le principe, un peu comme les fourches à cartouche ouverte, vous savez. Elles ont un cylindre à l'intérieur d'un autre cylindre, mais c'est la même huile qui gère l'ensemble. Voilà. Comme je vous disais hier, l'huile qui est dans la partie ressort, sur une fourche à cartouche ouverte, c'est la même que celle qui est à l'intérieur des cartouches où il y a les clapets. La cartouche étant ouverte, l'huile circule entre les deux. Là, c'est le même principe. Voilà. Donc du coup, cet amortisseur, le voici. Donc là, bon, on le voit, il se comprime, il se décomprime. Là, ça, on zoome. Maintenant, on va ouvrir à l'intérieur. Et voilà. Donc là, vous voyez le piston tout seul. Bon, il y a un ressort pour amortir. Hein. Et vous avez une partie de l'huile qui va dans un sens. Donc qui va vers la valve noire en compression. Et qui revient vers la valve jaune en détente. Ici, on voit, donc, en compression, ça part vers la valve noire. Et ça va pousser, vous voyez, la vessie de la bonbonne d'azote. Sous la pression, elle se comprime. Et quand on relâche, elle se décomprime et elle renvoie l'huile dans le corps de l'amortisseur. Voilà. Et ici, on a un autre réglage avec nos 2 molettes. Et ici, pareil, un réglage de compression et détente. Et vous voyez les clapets qui se déforment. C'est un système quand même assez complexe. Ce sera plus pour les gros amortisseurs, peut-être sur les automobiles, les sportifs, vous voyez, ou les bécanes de Grand Prix de vitesse, quoi. Voilà. Mais nous, en motocross, on a un amortisseur généralement classique, un piggyback tout simple, ou au pire sur les anciennes, avec un flexible et la bonbonne séparée. Vous voyez, le principe est le même. Voilà, donc écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors, maintenant, nous avons ici, vous voyez, au niveau des pistons. Donc ce piston ici, c'est le même piston. Celui-là, c'est le piston de chez Racetech, le Gold Valve. Gold Valve. Voilà. Donc en fait, c'est un piston par rapport au piston de série en alu, généralement, des fois en ergal, taillé dans la masse. Donc c'est mieux usiné, hein. Le reste c'est du truc moulé en série. Là ils sont faits pièce par pièce, taillés dans la masse à la fraiseuse. Et vous voyez donc des passages d'huile. Donc ici à gauche on est au côté compression, c'est le côté compression que vous voyez là. Donc là vous voyez il y a 6 gros trous, 6 gros passages d'huile. C'est par ici que, donc avec le gros clapet qui est là, c'est par ici en fait qu'en phase de compression l'huile va passer. Donc elle va passer par en dessous, elle va pousser et elle va soulever les gros clapets qui sont là.
mais c'est bouché côté détente. Côté détente, donc, qui est ici à droite. Vous voyez, il y a 3 passages d'huile ici, 1, 2 et 3. On va dire à midi, à gauche et à droite. Avec les clapets de détente posés dessus. Donc, quand ça passe dans un sens, donc là, vous voyez, sur ce piston de détente, ici, on va dire à 1h et 2h, quand on regarde une montre, hein, à 13 et 14h, et pareil en face et en bas, nous avons ici donc des passages d'huile. Mais ça, c'est les passages d'huile de compression. Donc, c'est-à-dire que quand l'amortisseur est en phase de détente, le clapet qui est ici, c'est dessous, il vient se plaquer sur les 3 trous que vous avez là. Donc, il empêche l'huile qui est en détente, qui est sous le piston, de repasser par là, mais elle passe en fait par ces trous là-dessous, donc en phase de compression. La détente est fermée, l'huile passe par les trous ici, à 13-14 heures, à 18 heures ici, voilà, à 23 heures. Bref, ceux que vous avez là. Et donc sort par ici, donc ça rentre par là, ici sur le piston à droite, et donc quand on est sur celui de gauche, ça monte par ces trous ici. Voilà, donc là c'est en phase de compression, et après en phase de détente c'est l'inverse, donc l'huile, le piston, les clapets de compression bouchent ces 6 trous là, et l'huile passe par les 3 trous que vous avez ici. Voilà. J'espère que vous comprenez le système. Voilà. Donc je crois que je suis arrivé au bout du truc. Ah non, attendez, pour mieux vous montrer, j'ai trouvé une illustration. Elle est là. Donc, voilà, là vous avez le piston avec son segment. La tige qui est ici. Ici, vous voyez dans les arronds, c'est un petit peu arrondi ici. Ils auraient dû le faire de l'autre côté. Mais bon, ici, donc ça mène vers les trous. À l'intérieur, au centre, il y a l'aiguille. La rondelle basse valve, de ce côté-là, en dessous, ça va appuyer contre votre boîtier joint, celui qui fait l'étanchéité et qui empêche l'huile de sortir de l'amortisseur. Les clapets de détente qui sont ici, le piston, donc avec sa face. Donc ça, c'est le gold valve, toujours pareil, de chez Racetech. Je ne fais pas placement de produit, hein, c'est juste pour vous montrer, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Donc la face de détente, la face de compression, les clapets en compression, la rondelle qui va au-dessus pour bien plaquer, pour séparer l'écrou des clapets, et voilà, et l'huile sort. Donc l'huile va rentrer par là-haut, elle passe dans la tige, ça va ressortir ici en bas, et selon le réglage de l'aiguille qui est ici, eh ben, ça va plus ou moins forcer l'huile à tordre les clapets qui sont là, ici en phase de compression, et à laisser passer l'huile, quoi. Voilà. Maintenant, je vous le montre comme ça. C'est plus simple. Vous allez mieux comprendre. Voilà, donc là on a la tige. On a l'aiguille ici en bas, le truc pointu, la jaune. On voit les trous. Donc on voit la position là de l'aiguille, la position elle est fermée. Donc quand l'huile va arriver par là-haut, elle va rencontrer l'aiguille, et vous voyez, pour passer ici, c'est plus compliqué puisque c'est fermé. Donc, en compression, l'huile passe ici à droite de l'image, elle rentre dans ce canal, vous voyez, puisque ce canal est ouvert, les clapets de détente ils sont là, mais ils ferment le passage d'huile qui est ici en haut à gauche de la photo, là, voilà, ici, vous voyez. Donc, ça descend dans ce canalisation, ça vient pousser sur les clapets de compression qui vont se tordre, plus ou moins, selon la force des clapets, comment ils ont été empilés, la quantité, les diamètres, les épaisseurs, tout ça. C'est une science, donc on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc, et puis pareil, quand l'amortisseur va se détendre, donc la tige elle va redescendre, cette partie-là va revenir en contact avec le boîtier joint. On a l'huile au niveau de la détente qui va passer
par ce canal ici en bas à gauche. Oups, ça va remonter et ça vient pousser les clapets de détente qui sont ici. Voilà, et on a l'huile, une partie de l'huile qui va repasser dans les trous ici et qui va remonter et qui va passer aussi dans le trou ici. Je ne sais pas si on les voit, enfin, mais qui vont passer dans les éventes, les trous pour libérer l'huile en compression pour qu'elle passe aussi de l'autre côté. Voilà, je pense que là on est bon. J'espère que vous avez compris. Donc comme vous voyez, quand c'est ici ouvert, si c'est libre, l'huile va d'abord passer par là avant d'aller attaquer là. Et souvent quand on a un amortisseur trop souple, aussi bien en compression qu'en détente, c'est qu'ici à l'intérieur, il y a beaucoup d'amortisseurs maintenant, enfin, depuis quand même pas mal d'années, où il y a un réducteur à l'intérieur qui est maintenu ici par le sertissage de l'amortisseur. On va dire que vous voyez ici cette pièce là c'est le réducteur. Et selon comment ça a été démonté, c'est vrai que pour dessertir l'écrou qui est ici, ben cette partie là, il faut la faire sauter parce que là vous voyez c'est serti. Donc dans le petit carré bleu là, vous voyez le sertissage. Donc si on fait sauter ça, on enlève le métal qui est ici, et du coup, cette pièce qui est à l'intérieur, ce guide, ce réducteur, bah, il saute. Et du coup, vous voyez que là, on est au niveau de la tige, c'est beaucoup plus large. Et forcément, dans un sens ou dans l'autre, bah, l'huile n'est plus freinée. Autant que, puisque plus le passage est gros, plus ça passe vite. C'est logique, c'est comme le robinet de votre lavabo. Plus vous ouvrez, plus ça coule fort, plus vous fermez, plus ça coule doucement, jusqu'à ce que ça coule plus. Voilà, et souvent quand ça marche plus, c'est parce que celui qui a démonté, il a fait n'importe quoi. Soit démonté pour changer les boîtiers joints, ça pour faire une préparation. Cette pièce-là n'y est plus, ça marche plus. Et donc il faut retrouver le système. Donc chez Kayaba, ils ont compris le truc, ils revendent les pièces. Il y a un petit réducteur avec un clips qui se met à l'intérieur pour sertir la pièce dedans, et là on répare. Pour du Showa, c'est un peu plus compliqué. WP, ils ont compris maintenant, c'est plus serti. Donc j'attends le jour où Showa et Kayaba ne sertiront plus leurs écrous, quoi. Voilà. C'est un peu débile, puisque de toute façon ils savent très bien qu'on va y toucher. Voilà, donc All-ins, WP, là c'est bon, on est tranquille. Ça faisait déjà un moment chez WP que sur les amortisseurs on n'avait plus à dessertir, c'était encore le cas un peu sur les fourches, maintenant ça y est plus. Donc c'est très bien. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Un petit clic sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Vous pouvez partager aussi, c'est surtout ça. Puisque... Excusez-moi. Puisque c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui peut intéresser du monde. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez, dans les commentaires, poser des questions. Voilà, donc après tout ce qui est, il y a un filtre de modération, donc tous ceux qui postent des messages haineux, ils giclent, hein, voilà, on n'est pas là pour ça. Il y a beaucoup de jalousie aussi, donc ça on n'y peut rien. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Mais ça je crois que je vais peut-être vous le dire dans une autre vidéo parce que ça risque de faire long. Hein. Donc je vais faire le montage, je vais voir combien il reste de temps sur la vidéo quand j'aurai assemblé la partie fourche que je vous ai faite et cette partie-là. S'il me reste du temps, je vous rajoute un bonus. Sinon, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors peut-être à tout de suite, peut-être à la prochaine. On va voir. Alors, bon on va se faire quand même, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler des réglages de suspension. Puisque c'est la base de cette vidéo. Donc vous le savez, MRP, c'est la préparation de suspension.
spécifiquement vraiment pour le motocross, enduro aussi, mais j'ai toujours fait du motocross. Et donc je préfère travailler sur quelque chose que je connais, que je rencontre tout le temps. Donc voilà, vous allez sur mon site www.maxracing.fr. Et Max, il y a 2 X. Hein. Là, on est sur la page d'accueil, donc vous allez dans la partie blog. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, et vous allez arriver ici, réglage, fourche et amortisseur. Et à la suite, voilà. Et ici, nous avons donc un tableau avec toutes les données. Donc ce tableau avec les données, c'est tout simple, c'est tout simplement la retranscription de ce qui est donné par Kayaba. Dans les manuels Kayaba, vous avez ce tableau pour la fourche et pour l'amortisseur. Donc tout ce qui est écrit là-dessus, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comment ça fonctionne. Et ça fonctionne pour toutes les suspensions. N'importe quelle marque, ça fonctionne. Donc vous allez là-dessus, et puis vous n'avez plus qu'à regarder ce qui, par exemple, un problème que vous pourriez avoir. Par exemple, on va dire, par exemple, je suis ici, on va commencer par le début, pour la fourche. Je suis en ligne droite, je prends un grand trou, la fourche talonne. Pourquoi? Donc, soit j'ai pas les bons ressorts, donc à savoir que la moto, déjà, en règle de base, on doit avoir les ressorts qui correspondent à son poids, à son niveau, et souvent aussi à la taille, parce que quand on est grand, on est plus sur l'avant, on a besoin de ressorts en plus dur, puisqu'on est plus sur l'avant. Donc ça dépend aussi de la position que vous avez sur la moto. Donc, soit il faut des ressorts plus durs, soit il faut qu'on freine la compression, soit on rajoute de l'huile. Je vous rappelle que la quantité d'huile c'est comme le tampon en mousse de l'amortisseur, c'est ça qui empêche que ça aille taper au fond. Voilà, on reste ici, en ligne droite, sur la fourche. Toujours on est dans le trou, la position est basse. La position est basse, c'est-à-dire que la fourche ne remonte pas assez, donc on va libérer la détente. Et là, c'est vrai que sur le manuel Kayaba, on peut s'embrouiller un petit peu, parce que chez eux, moins de détente, ça veut dire que moins égale le réglage moins. C'est-à-dire qu'on en enlève. On dévisse le réglage de détente pour libérer un peu plus. Normalement, on aurait tendance à ce que ce soit écrit différemment, mais bon, chez eux, ils ont écrit ça comme ça. Donc c'est une petite confusion sur le manuel, il faudra que j'essaie de trouver la bonne formule pour le mettre comme il faut. En fait, plus, ça veut dire on visse, moins, ça veut dire on dévisse. Voilà. Vous vous rappelez de ça, vous savez ce qu'il faut. Et sinon, il faut des ressorts plus durs. Ça revient au début. Si on n'a pas les bons ressorts, voilà, c'est la base. Bon, vous voyez, il y a pour les trous moyens, les petits trous, en virage, etc. C'est trop souple, la moto est lourde, ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, sensation de lourdeur. On sent que la moto est lourde et pataude, parce qu'on a la détente trop vissée, donc ils préconisent de mettre moins de détente, c'est-à-dire moins la freiner, donc ça rebondisse plus. Au niveau de l'amortisseur, c'est la même chose, on descend, là voilà, en ligne droite, grand trou, voilà, on talonne. Bon, on talonne, pourquoi? La moto, normalement, on va dire qu'on a le bon ressort, et on va talonner, mais on a le bon ressort, mais on fait du motocross. Et là, on a décidé d'aller rouler avec les potes sur un terrain de supercross. Pourquoi pas, ça peut arriver, on a envie. Voilà, hein, on n'est pas raciste. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Soit on change le ressort, on met un ressort plus dur, mais parfois on ne le sait pas à l'avance qu'on va talonner. Soit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à plus de précharge, c'est-à-dire qu'on va comprimer un peu plus le ressort. Parce qu'on va dire que de base, on a le ressort, je donne une base, voilà, après ça dépend, selon le manuel de votre moto, il y a les indications dessus, mais on va dire qu'en gros, en motocross, la valeur en général, maintenant ça a augmenté, mais on était à 100 mm, avec le pilote équipé sur la moto et le plein d'essence si on roule avec le plein, ou la moitié du réservoir si on a l'habitude de rouler toujours avec un demi-réservoir pour gagner quelques kilos et avoir une moto moins lourde.
Donc là, c'est la précharge, et donc la précharge, il faut qu'elle soit à 100. Et on va dire que donc précharge égale race sag. Et la course morte, ou statique, c'est le free sag. Quand il y en a qui disent sag, ça veut rien dire, parce que dans sag, il y a le race et le free. Voilà. Donc sag, règle ton sag, il doit être à 40, ça veut rien dire. Parce que ça, c'est le free sag. Voilà. Et avoir 40 là, ça ne veut pas dire qu'on a le bon ressort. On peut se régler à 40 mm avec la moto posée sur ses roues au sol, et entre, donc c'est la différence entre la moto posée sur ses roues et la moto avec la roue arrière en l'air. On peut avoir 40 là, mais si quand on monte sur la moto, on est à 120, 130 mm, c'est pas bon, puisqu'on devrait être à 100, 105, 110, 105, 110, c'est selon, c'est sur les KTM, ça dépend, des années c'est 105, des années c'est 110, voilà. Généralement, on est entre 100 et 105 mm sur les japonaises. Donc, voilà, quand on règle ça, ça sert à rien, puisque de toute façon, il faut déjà avoir le bon enfoncement et la bonne précharge. Il y a même une page sur le site où j'avais scanné la Bible des suspensions, enfin un truc qui était au début des années 80, mais qui sert encore aujourd'hui. Hein. Donc vous pouvez vous en servir, il y a pas mal de... Même si les suspensions ont changé, il y a quand même des trucs qui n'ont pas changé, donc vous vous inspirez de ça. Voilà, on règle d'abord sa précharge, et après on regarde si, admettons qu'avec 100 mm, on doit avoir 30 mm de free sag, donc 100 mm de race sag, on a 30 mm de free sag, plus ou moins 10 mm, on peut toujours varier. Donc si on est dans cette valeur, on a le bon ressort. Si, désolé, je commence à plus avoir de mémoire et ça, les enregistrements coupent. Donc si on va dire que on a 100 mm d'enfoncement, on l'a réglé à 100, puisque le manuel dit qu'on est à 100, mais il nous reste 10 mm de statique. On n'est pas bon, ça veut dire qu'on a un ressort trop souple, on a trop comprimé le ressort, ça relève la moto, et du coup, on n'a plus assez de course morte. C'est pour éviter, en fait, que la moto... En fait, il faut toujours qu'il y ait un coussin, le free sag, c'est le petit débattement libre de la roue pour qu'elle soit bien toujours en contact avec le sol, et qu'on évite de se prendre la selle dans le cul, enfin, vous connaissez le truc. En fait, c'est une plage de confort, voilà, et qui permet à la roue d'être toujours collée au sol, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Donc, si on est là, ça veut dire que on a un ressort trop souple, donc on a attendu. Si inversement, on est à 45, 50 ou plus, dire même quand on arrive à 40 déjà, voilà, c'est quand même assez souple. Donc là, du coup, on va mettre un ressort plus dur, puisqu'on a déjà la précharge, la bonne valeur. Après, on peut toujours varier un petit peu la précharge. Hein. Donc on va dire par exemple, on a le bon ressort pour le motocross, on doit 100 mm, on décide d'aller faire du supercross. Bon supercross, on sait que généralement il faut être à 90, donc on peut passer, on a entre 90 et 100 pour régler sa précharge, ce qui va faire que ça va relever l'arrière, ça va faire plonger un petit peu l'avant de la moto. On peut régler aussi la hauteur des T, la hauteur de la fourche, la position de la fourche dans les T. Si on a une moto plus haute de l'arrière et moins haute de l'avant, elle va être plus joueuse, plus maniable. Donc pour les terrains où il y a beaucoup de virages, c'est très bien. Par contre, sur les terrains où il y a de grandes lignes droites, là du coup on va privilégier de descendre la fourche dans l'été, donc la mettre à ras, et augmenter, on va passer de 100 à 105 voire à 110. Par exemple pour le Touquet, généralement on a une fourche dure et en position haute, et un amortisseur plus souple, et avec une précharge plus grande. Donc on passe de 100 à 110, 115, voilà. Faut pas trop aller dans les extrêmes quand même. Voilà.
Donc je pense que je suis arrivé au bout, donc j'espère ne pas avoir été trop technique. En même temps, j'ai fait ça sans répétition, donc il y a des moments où je vais peut-être me reprendre sur la vidéo. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah, vous partagez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, on se voit à la prochaine. Là on est le 22 juillet. Donc il reste encore... nous ici dans le sud-est, il reste 2 mois à souffrir de la chaleur. Les terrains vont commencer à ouvrir, on va dire début, voire mi-octobre. Et puis voilà. Hein. Et donc bah là, moi, ça me permet de continuer. J'ai les travaux de l'atelier, les travaux aussi, ce qui me reste de la maison. Puis bon, bien entendu, vos suspensions en entretien ou en préparation. Voilà, j'essaie d'être maximum à votre service. Là, cette fiche de réglage, vous la retrouvez sur toutes les préparations que je fais. Le pilote, il reçoit une fiche avec tout ce qui a été fait sur la suspension, avec comment on règle de la documentation, comment régler les suspensions, comment bien remonter ces suspensions. On ne remonte pas ça n'importe comment bien les régler, etc., etc. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation d'été, et puis ben, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je pense que ce sera à la rentrée, mais bon, peut-être avant. Avant, ce sera sûrement une Max Life pour les travaux de l'atelier.